L'intégrale de f de x, c'est égal donc à l'intégrale Vertige. de x. Mathématiques. Bonjour à tous. Alors juste pour commencer, sur le plateau ici, qui connaît Évariste Galois ? Bah moi du coup, mais j'ai triché. Voilà, bon, vous voyez, 1, 2, 3, bon, c'est un scandale, tout le monde devrait connaître. Tout le monde connaît Einstein, mais pas Évariste Galois. Alors aujourd'hui, je me propose de combler vos lacunes. Son histoire commence le 25 octobre 1811 à Bourg-la-Reine, à 10 km de Paris, dans un milieu bourgeois, mère latiniste, père docteur et agrégé de droit. Tout vient de là. Exactement. Dans les années 1820, la rhétorique est plus à l'honneur que les mathématiques à l'école. Et c'est un redoublement de sa classe de seconde qui permettra à Galois d'assister pour la première fois de sa vie à un cours dit de mathématiques préparatoires. Il se plonge alors rapidement dans les ouvrages de référence en algèbre de l'époque, ceux des mathématiciens Legendre et Lagrange. Mais où en est l'algèbre à cette époque ? Eh bien, disons que c'est un peu la science des calculs. Elle indique des méthodes qui permettent de calculer efficacement, et en particulier de calculer les solutions des équations algébriques, des équations polynomiales. Ces solutions qu'on appelle aussi racines du polynôme. Alors c'est un peu technique, mais on va s'intéresser d'abord à l'exemple des équations du second degré, comme 2x² plus 3x plus 1 égale 0, ou de manière générale, ax² plus bx plus c égale 0. Bon nombre d'entre vous ont certainement appris que la recette pour calculer les solutions de cette équation consiste tout d'abord à calculer le discriminant, delta, qui vaut b² moins 4ac, et puis selon son signe, on connaît l'expression des solutions avec une formule du type moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Ça dit peut-être quelque chose à certains. Ou pas. Tout ceci, on sait très bien le faire depuis Al-Khwarizmi au 9e siècle. Ensuite, pour les degrés 3 et 4, on sait aussi faire de manière analogue grâce aux algébristes italiens de la Renaissance, en utilisant des expressions faisant à nouveau intervenir des racines carrées ou des racines d'ordre supérieur. On dit que les équations sont résolubles par radicaux. Voilà ce que fait l'algèbre jusqu'à Galois. C'est une algèbre pratique, calculatoire, explicite. La difficulté intervient lorsque l'on s'intéresse aux équations de degrés strictement plus grands que 4. Au début du XVIIIe siècle, on ne connaît pas encore de formule générale pour les résoudre. C'est ce problème qui passionne le jeune Évariste Galois. Cet élève que les professeurs qualifieront d'original et bizarre, cet élève qui a totalement négligé toutes les autres disciplines depuis sa découverte des mathématiques et qui fonctionne plus par intuition que par déduction. Il remportera à 15 ans le premier prix du concours général de maths. Il appartient déjà corps et âme à cette abstraction et se plonge avec détermination dans la résolution des équations algébriques de degré supérieur ou égal à 5. Et il va pour cela développer une approche totalement nouvelle et révolutionnaire sur ce problème. Là où ses prédécesseurs se contentent de donner des recettes calculatoires, il va s'élever, prendre du recul et analyser la structure de ces équations. Il va regarder l'ensemble des solutions de manière abstraite. En dehors de tout calcul pratique, il joue véritablement avec ses racines, les permute, regarde les relations qui existent entre elles, non dans un but calculatoire comme le faisait Lagrange, mais dans une optique qualitative en dehors de toute application, afin de mieux saisir la nature profonde de l'équation dont il est question. Cette vision est nouvelle, admirable, révolutionnaire. Cette vision, c'est l'invention de l'objet mathématique que je vous ai présenté dans ma chronique de juin, les groupes. Évariste Galois, 17 ans, vient de poser les fondements de la théorie des groupes. Le 25 mai 1829, il dépose à l'Académie des sciences son premier manuscrit sur la résolution des équations algébriques, dans lequel il montre que, contrairement au cas des degrés 2, 3 et 4, les équations de degré supérieur ou égal à 5 ne sont pas résolubles par radicaux. Cette démonstration utilise de manière décisive les groupes, et en particulier les groupes de permutation, dont je vous ai aussi parlé dans ma chronique de juin. Il associe à chaque équation un groupe de permutation que l'on appelle aujourd'hui le groupe de Galois. C'est une sorte d'ADN de l'équation. Si la structure des solutions est différente à partir de 5, c'est à cause des propriétés des groupes de permutation. Et là, pour ceux qui ont étudié un petit peu ces groupes, cela repose sur le fait que le groupe alterné AN
est simple pour n supérieur ou égal à 5. Les juristes, vous pouvez éliminer cette phrase. Peut-être pas que le jurisme. Tout cela est incroyablement brillant. Les objets mathématiques sont étudiés de façon structurelle, en dehors d'applications concrètes. Virtuose des mathématiques, Évariste Galois devient un artiste de l'algèbre. Malheureusement, nous sommes en 1829. Et les mathématiciens de l'époque ne sont pas prêts pour cette révolution copernicienne des mathématiques. Galois a bien trop d'avance sur son temps. De son vivant, il n'y a guère que Cauchy qui saisit très sommairement le potentiel intérêt de son travail. Il faudra attendre Liouville en 1946, Jordan en 1870, mais surtout le mathématicien norvégien Sophus Lie en 1995, 65 ans après Galois, pour que l'influence d'Évariste sur le développement des mathématiques soit reconnue à sa juste valeur. L'algèbre moderne est née avec Galois. Sa vie sera ensuite faite de frustration, de rendez-vous manqués avec l'histoire, de colère et de révolte, dans un monde où il se heurte aux parois d'une cage trop étroite, pour qu'il puisse y déployer ses ailes. Une courte vie qui en fera un héros romantique, poète maudit, génie des mathématiques, et accessoirement républicain révolté. Cette vie très intéressante quand même, je vous en parlerai dans ma prochaine chronique. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que finalement, il est mort assez jeune, mais heureusement, sinon les mathématiciens n'auraient plus rien eu à faire après. Hein, c'est un peu ça. Tu serais peut-être pas là. Ou il aurait eu plus de temps pour leur expliquer ce qu'il a fait. Peut-être. Alors, ce que je retiens selon toi, c'est qu'Évariste est un artiste. Les maths sont peut-être un art à part entière, un art abstrait, en tout cas pour moi. Hein. Je sais pas. Je pense que je suis pas la seule pour qui les maths sont de l'art abstrait. Si. Antoine, on va te demander de faire la chronique de maths le mois prochain.